Bonjour Charles de Courson. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes rapporteur de la Commission des finances à l'Assemblée, député Lyotte de la Marne. Vous êtes l'un des grands spécialistes de la question budgétaire. Vous avez même connu, je crois, tout au long de votre parcours, plus de 30 budgets du pays. C'est dire que vous avez un regard averti sur la question. Et c'est une semaine décisive qui s'ouvre. Monsieur le député, le Premier ministre va donc utiliser le 49.3 pour tenter de faire adopter le budget. Tout d'abord, est-ce que l'intérêt de la France est d'avoir un budget, comme l'a dit François Bayrou? Est-ce qu'un pays comme le nôtre ne peut pas rester dans une telle situation? La réponse, elle est clairement oui à votre question. La France a besoin d'un budget. Et on voit bien que tant les ménages que les entreprises sont dans une situation d'attentisme qui nuit à l'intérêt de notre pays. Et en plus, du point de vue international, beaucoup de nos collègues, notamment européens, mais pas simplement, comprennent pas ce qui se passe en France en disant mais ce pays est devenu ingouvernable. Et rentrant dans le fond du sujet, il y a eu donc un accord avec la commission mixte paritaire. Le premier qualificatif qui vous vient à l'esprit pour qualifier ce texte de compromis, ce serait quoi? Il faut rappeler que la commission mixte paritaire n'est absolument pas représentative de la composition de l'Assemblée nationale. Et que l'accord qui a été passé... Vous voulez dire qu'elle est illégitime à trouver un compromis? Non, pas du tout. Elle est tout à fait légitime. Mais je veux dire, il y avait 8 personnes qui soutenaient le gouvernement et 6 des oppositions. Mais à l'Assemblée nationale, la composition est très différente. Voilà. Le problème de ce budget, il est très simple. C'est qu'on augmente massivement les prélèvements obligatoires de 0,9 points de PIB, c'est-à-dire à peu près de 27 milliards, massivement. Vous voyez, le taux de l'IS qui était à 33% en 2007 et était redescendu à 25%, on le remonte pour les groupes de plus de 3 milliards à 40%. À 40%, oui, je dis bien, à 40%. C'est énorme. C'est-à-dire c'est toujours plus de dépenses et d'impôts, ce budget? Alors, oui, et du côté dépenses, les dépenses par rapport à la richesse créée ne baissent que de 0,1 point, c'est-à-dire de 3 milliards, si vous voulez. Donc on voit bien qu'on essaie de réduire de 6% en 2024 à 5,4% du PIB les déficits publics, mais que ces 0,6 points, ils sont faits massivement par l'augmentation des impôts. D'où la réaction d'ailleurs d'une partie du patronat qui dit « mais vous voulez vraiment nous inciter à ne plus investir dans notre propre pays ?» Que répondez-vous au gouvernement qui affirme que ça ne concerne que les très grandes entreprises, que c'est temporaire, exceptionnel, provisoire? Est-ce que vous y croyez? Sur le caractère temporaire, non. Pour une raison très simple, c'est que où est-ce qu'on va trouver les 8 milliards qui vont manquer en 2026 ? Je rappelle que dans le texte initial du gouvernement, c'était sur 2 ans. Déjà, peu de gens y croyaient. Et le temporaire devient permanent en France en matière fiscale. Et donc, je pense que c'est très dangereux et que ça va inciter à accélérer la montée du chômage qui remonte déjà depuis la mi-2024. Budget dangereux, donc contre-productif pour les entreprises et pour les ménages. Charles de Courson, l'exécutif, le gouvernement, affirme qu'il protège les classes populaires, moyennes qui travaillent. Est-ce que c'est le cas ? En apparence, oui, mais en fait, si vous voulez, on est dans une situation économique très difficile en France et en Europe également. Et donc, on assiste à une remontée du taux de chômage. Et donc, les couches moyennes, c'est les gens qui travaillent. Vous voyez ? Or, l'ordre de grandeur, si vous voulez, on a atteint le point bas à 7,2% de taux de chômage à la mi-2024, et les perspectives, c'est autour de 8% de taux de chômage, c'est s'indice même un peu plus en 2025. Or, les couches moyennes, c'est celles qui vivent de leur travail et qui font la richesse de ce pays. Mais à vous entendre, il n'y a aucun intérêt, en tous les cas là je m'adresse aux députés que vous êtes, de voter un tel budget. Tout le monde sait que si le budget était mis au vote, il y aurait 300-350 voix contre. D'où le 49.3. Est-ce que c'est un outil, Charles de Courson? Vous avez un parcours parlementaire de très nombreuses années. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que c'est un outil antidémocratique, contre même la vie, le travail du parlementaire que vous êtes? Le 49.3.
Ah bah bien sûr. Dans une démocratie mature, d'ailleurs, tous les hommes politiques, y compris ceux qui les ont utilisés, 49.3 en voiture, en voilà, vous diront la même chose. C'est que c'est la démonstration que notre démocratie ne fonctionne pas bien. Au lieu d'essayer de se mettre d'accord, si vous voulez, au moins dans un arc relativement large pour avoir une majorité stable sur quelque chose de raisonnable, on utilise le 49.3 pour forcer. Ça a été le drame, par exemple, de la réforme des retraites, où tout le monde savait que le texte serait repoussé s'il était mis aux voix. Et il a failli d'ailleurs être battu en 49.3. Voyez, et on a allumé un incendie social dans ce pays. Quelles que soient les convictions des uns et des autres, l'intérêt du pays, c'est quand même un minimum de consensus, y compris avec les forces sociales, avec les syndicats. Oui, puisque tout à l'heure, le Premier ministre va donc engager sa responsabilité. Oui. J'imagine que pour vous, la censure, c'est non. Ah non, moi je ne voterai pas la censure, alors que je suis contre ce budget, tout simplement, parce que je pense qu'il ne faut pas ajouter du chaos au chaos. Il pourrait y avoir un chaos encore plus grand si le budget, encore une fois, ne passe pas, si le gouvernement était censuré, parce que là encore, le gouvernement agite le chiffon rouge, une menace d'aggravation de la situation. Si vous voulez, le 43 va être utilisé dès aujourd'hui sur la loi de finances, mais il y a aussi la loi de financement de la sécurité sociale qui n'est toujours pas votée. Ceci dit, l'absence de loi de financement de la sécurité sociale est moins grave que l'absence de loi de finances. Pourquoi ? Parce que la fiscalité, elle est dans la loi de finances. Vous voyez, et donc, on a plus besoin d'un budget que d'une loi de financement. On peut différer de quelques mois, mais il faut aussi une loi de financement de la sécurité sociale. Mais c'est moins urgent, si je puis dire. Tout va dépendre aussi du groupe socialiste et du groupe RN. Là encore, incertitude des deux côtés, même si, pour les socialistes, Charles de Courson, quand même, la série de concessions est chiffrée à 5 milliards. Si une censure coûte cher, une non-censure coûte sacrément cher aussi. Qu'en pensez-vous ? En fait, vous sous-estimez. Si vous prenez la lettre qu'a adressée début janvier le Premier ministre aux deux présidents des groupes socialistes de l'Assemblée et du Sénat, c'est pas 5 milliards, c'est 7. Ah oui, c'est 7, puisque nous ne sommes pas dans la marge d'erreur là. Vous avez, pour être précis, vous avez 5,8 milliards sur la loi de financement de la sécurité sociale et plus d'1 milliard, 1,3 milliard, 1,4 milliard net sur la loi de finances. Mais alors, Charles de Courson, expliquez à nos téléspectateurs et auditeurs. C'est pour ça que le déficit prévisionnel de la loi de financement de la sécurité sociale, qui est estimé autour de 15, est déjà à 23. Et certains disent on va dépasser les 25. Attendez, ce sont encore des prévisions optimistes de la part du gouvernement qui vont être battues en brèche ? Bien sûr, mais c'est pas moi qui le dis. J'ai devant moi l'avis du Haut Conseil des finances publiques qui qualifie le réajustement à la baisse de la croissance et de l'augmentation des prix comme un peu optimiste. Vous savez, ils sont toujours... Voilà, pour être précis, si vous voulez, la loi de finances initiale avait été fondée sur une croissance de 1,1%. Elle vient d'être réajustée à 0,9%. Le consensus est plutôt autour de 0,7%. Ouais. Et sur les prix, la loi de finances initiale était fondée sur 2%. Réajuster un 8, puis un 5, puis un 4, et on va finir probablement à un 2. Mais d'accord, mais ceux qui nous écoutent et nous regardent ce matin ont envie de comprendre pourquoi ces prévisions tellement optimistes, sachant que ce n'est pas la réalité. C'est une insincérité ou c'est un optimisme béat ? Mais c'est très simple. Plus vous dégradez les prévisions économiques, plus vous perdez des recettes. Pour vous donner un ordre de grandeur, le gouvernement va déposer tout à l'heure les amendements pour tenir compte de la chute des recettes liées à la dégradation des perspectives économiques. Moi, je pense qu'il faut à peu près doubler sur ce que va annoncer le gouvernement, c'est-à-dire une perte... Doublement, c'est-à-dire au lieu d'avoir une perte de 3 milliards, on serait plutôt à 6, 7, 8, voyez, et donc qui aggrave les déficits publics. Mais il faut être réaliste dans la vie. Mais qui ne l'est pas ? François Bayrou affirme qu'après le budget, si ça passe, il va s'attaquer à l'Himalaya de la dette, l'Himalaya du chômage, l'Himalaya, etc., depuis son camp de base. Vous y croyez ? Pour ça, il faut avoir des coulis. Et les coulis, c'est une majorité stable et solide. Sinon, on dégringole de la montagne ? Il ne l'a pas. Je veux dire, je ne vois pas dans la composition actuelle de l'Assemblée nationale
comment on peut redresser les finances publiques. C'est pour ça que j'avais refusé quand Michel Barnier m'avait proposé de rentrer au gouvernement. Je lui ai dit, Michel, tu n'as ni majorité stable et solide et tu n'as pas le temps. Et aujourd'hui, c'est la même chose alors? Ben, je pense, oui, c'est la même situation. Mais vous savez, la crise politique, on ne peut en sortir qu'en revenant devant le peuple. Alors, j'allais vous interroger sur ce sujet. Charles de Courson, on connaît votre position. Vous avez estimé depuis déjà des mois que le problème était à l'Élysée en réalité. C'est la même chose aujourd'hui? Vous le pensez toujours? Ah ben, le problème n'est pas à l'Élysée. Le problème, c'est que, naturellement, si le président démissionnait, ça permettrait de nouvelles élections présidentielles. Dans la foulée, dès juillet ou à l'automne, des élections législatives, dont on peut espérer que le peuple français donnerait au nouveau président ou à la nouvelle présidente une majorité. Voilà. Mais cette hypothèse, elle est totalement exclue. Le président a dit et redit qu'il a été élu tout à fait démocratiquement et qu'il achèverait son mandat. Bon, donc cette première hypothèse, elle est fermée. Il y en a une deuxième, c'est une nouvelle dissolution à partir du 6 juillet de cette année. Mais si on veut essayer d'avoir quelque chose de plus cohérent, encore faudrait-il modifier le mode de scrutin avec une proportionnelle départementale, au moins dans les grands départements, de façon à aider nos collègues socialistes et nos collègues aussi verts, etc., d'avoir une autonomie. Par rapport notamment à la France insoumise. Je voudrais justement vous intéresser sur ce sujet parce qu'il y a une législative partielle importante avec l'éclatante défaite, si je puis dire, pour lui, Boyard de la France insoumise à Villeneuve-Saint-Georges, face à une droite LR, Charles de Courson, qui remporte la mairie. La France insoumise voulait vraiment faire de cette commune un véritable laboratoire. Comment vous avez réagi à leur défaite ? Je pense qu'elle s'explique d'une façon très simple. C'est qu'il n'y a pas eu de fusion de la liste de la gauche non LFI avec la liste LFI. Et la moitié des électeurs qui avaient voté pour une liste de gauche non LFI ont refusé de voter au second tour pour la liste LFI. D'accord, donc point de salut s'il n'y a pas l'union des gauches. Mais cette remarque s'applique aussi à la droite et au centre. Oui, sauf que la droite et le centre n'y croient pas. L'union des droites, c'est exclu. Hein, non, mais je ne parle pas de cela. Je parle, vous savez qu'il y avait une autre liste, disons, de droite républicaine, voilà, et qui aurait pu faire échouer le succès de cette liste. Voilà. Et donc, je pense que c'est une leçon de démocratie, qui est que dans la vie démocratique, il faut savoir composer et unir, et pas diviser. C'est intéressant, unir plutôt que diviser. Jean-Luc Mélenchon qui plaide pour une nouvelle France, dans la ruralité, une France des quartiers populaires qui va remplacer, a-t-il dit, cette France rurale. Il affirme que cette ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas, que c'est un fantasme. Alors vous êtes élu de la Marne, quand même, ça, il y a beaucoup de... C'est en partie un département rural. Est-ce que vous estimez que cette ruralité n'existe pas ? Non, mais attendez, c'est une méconnaissance totale de la réalité française. Le monde rural, c'est grosso modo un tiers de la population française et 80% de son territoire. Voilà. Moi, j'ai une circonscription à 90%, voire à 100% rurale. Je la connais bien. Elle est, pour une bonne partie, extrêmement dynamique, contrairement à l'image de ceux qui ne connaissent pas le monde rural. Moi, je vous donne deux exemples tirés de ma circonscription. On a le plus grand lac artificiel de France, qui s'appelle le lac du Der. On a développé le tourisme. On a maintenant 1000 emplois en équivalent plein temps. Donc elle existe, cette ruralité. Ce n'est pas une vue d'esprit, comme le dit M. Mélenchon. Et elle est dynamique. Et vous la voyez être remplacée par une France plus populaire des quartiers. Mais non, c'est vouloir toujours opposer, diviser les uns aux autres. La France a besoin de son monde rural. Et les Français, d'ailleurs, aspirent à vivre plus dans le monde rural que dans le monde urbain. Voilà. Donc c'est une négation de ce que souhaitent les Français. Et on a besoin non pas de diviser et d'opposer le monde rural au monde urbain, on a besoin de réunir tout le monde dans une France équilibrée. Équilibrée avec aussi un diagnostic de lucidité. Je vous pose la question sur le mot de François Bayrou qui a fait couler beaucoup d'encre, Charles de Courson, sur la submersion migratoire, a-t-il dit, à Mayotte et dans certains départements français. Par exemple, parce que vous l'avez observé, est-ce que vous reprendriez également à votre compte ce mot ? Non, mais il a dit, pour être précis, il a parlé du sentiment de subversion. Alors, c'est pas un sentiment quand vous êtes à Mayotte.
à Mayotte. Estelle Youssouffa, voilà. députée Lyotte que vous connaissez très bien, nous l'a dit à ce micro. Mais bien sûr. C'est une réalité. Et dans d'autres départements. Donc on a le cas aussi de la Guyane. Où on a maintenant un tiers de la population plus ou moins clandestine qui vient du Suriname, un peu du Brésil. Vous voyez, on a comme ça des territoires dans les dom-toms. Mais je pense qu'il faut faire attention dans l'utilisation des mots. C'est pas François Bayrou que j'apprendrai la portée des mots. Hein. Et je pense que il aurait mieux fait de ne pas prononcer ce mot comme ça, de dire on ne peut pas accepter que des parties du territoire de la République aient des proportions aussi élevées de clandestins. Ça c'est pas possible. Et ça pousse les gens à l'extrémisme. Ça pousse les gens à l'extrémisme. Quelle est la réalité sur le terrain? C'est faux ce qu'il dit? Il attise les... Non, mais c'est vrai qu'il y a un énorme problème en Guyane et à Mayotte. Parler de la France, non, c'est pas un problème général. Mais la République, si vous voulez, n'a pas fait son devoir, que ce soit à Mayotte ou en Guyane. Et ça, c'est un autre Himalaya, comme l'a dit François Bayrou. Mais tout d'abord, ce sera l'épreuve du budget. Merci Charles de Courson pour cette grande interview. À bientôt et bonne journée à vous. Bonne journée également.